Alors donc, mon intérêt pour lier ma passion avec la philosophie et avec l'anthropologie, euh, elle se poursuit. Vraiment, là, je l'ai quand même développée dans toutes ces réflexions sur l'éthique et la santé publique. Mais là, évidemment, je parlais beaucoup des philosophes, là, des contributions des éthiciens, majoritairement des philosophes, qui écrivent sur l'éthique. Bon, d'abord la bioéthique, puis ensuite l'éthique de la santé publique. Mais ça ne dit rien sur qu'est-ce que les anthropologues, eux, ont à dire là-dessus. Et là, je m'étais dit, tout au long de ces recherches, il faudrait bien que je m'intéresse un peu mais qu'est-ce que les anthropologues ont raconté sur la morale et sur l'éthique. Bon, rien de moins que dans le dernier siècle, mettons. euh, et là, j'ai commencé à lire un peu là-dessus, bon, il y a peut-être 4-5 ans, recueillant des bouquins, des articles que je voyais, et des choses d'ailleurs qui remontaient de plus en plus loin. Et là, a émergé l'idée de dire, bon, je pourrais peut-être en faire un bouquin qui pourrait être quasiment donc, sous format un peu manuel, parce qu'il n'y a rien d'écrit sur l'anthropologie de l'éthique et de la morale. Je veux dire, il y a plein de publications qui sont faites, mais pas de livres qui s'intéressent sous forme de bouquin avec une vision globale et articulée de l'évolution de la position des anthropologues par rapport aux enjeux d'éthique et de moralité. Alors, il se publie aujourd'hui beaucoup de choses sur l'anthropologie de l'éthique, par exemple, plein de bouquins, plus d'un par mois minimum, et encore là, plus que ça, qui sortent à profusion. Je parle d'un par mois quasiment à caractère théorique, mais en plus, il y a plein de travaux pratiques, là, de monographies, par exemple, où les enjeux de moralité ou d'éthique sont importants. Alors, c'est extrêmement... bon. Mais il n'y a pas d'effort de synthèse ou de bouquins aussi qui pourraient servir de manuel pour l'enseignement de l'anthropologie de la morale et de l'éthique. Alors, évidemment, dans mes cours d'anthropologie de la santé à l'Université Laval, je parlais beaucoup d'éthique et santé publique et de culture et santé publique. Enfin, les publications et les recherches que j'ai faites en santé, bien sûr, ça servait de matériaux de base pour mes cours d'anthropologie de la santé. Mais donc, il y a 4 ans, j'avais au département pu développer un cours d'anthropologie de l'éthique et de la morale. Et mais en même temps, en ayant l'idée d'écrire ce bouquin sur l'anthropologie de l'éthique et de la morale, qui est paru finalement l'an dernier, là, en 2015, à l'automne 2015, qui bouclait un peu la boucle de cette réflexion-là. Mais là, je me suis plongé dans complètement une autre littérature. Et là, je suis revenu, forcément d'ailleurs, mais aux classiques. Là. Il a fallu, je n'avais pas le choix que de remonter à Durkheim, à Lévi-Brul, à Boas, enfin bon, les grands classiques de l'anthropologie. Puis ensuite, bon, bien évidemment, tout ce qui est Raymond Firth et compagnie, bon, en fait, tout ce qui est des anthropologues britanniques qui ont eu des contributions majeures dans les années 1950 en particulier, sur la morale et l'éthique. Et là, je réalisais que, d'accord, depuis 20 ans, on parle énormément d'anthropologie de l'éthique, mais qu'il y a 70 ans, on en parlait beaucoup aussi. Et ça, c'est peut-être comment je dirais, un des bénéfices secondaires des intellectuels universitaires vieillissants, c'est qu'on a un recul critique à un moment donné par rapport à ce qui se passe. Puis on voit bien comment on est victime de mode un peu. Et là, je vois des travaux qui sont publiés par des jeunes anthropologues extrêmement brillants. Je parle de jeunes anthropologues, alors autour de la quarantaine, tout étant relatif, mais qui ont publié des bouquins fantastiques sur l'anthropologie de l'éthique dans les dernières années, mais qui n'ont aucune mention des premiers travaux, sauf Durkheim, qui est mentionné, et encore souvent pour passer à autre chose. Mais bon, la profondeur historique se limite à ça, puis pourtant, il y a eu des choses majeures qui se sont faites. Alors, j'ai commencé à réfléchir un peu à ça. Donc, en partant de la littérature contemporaine, bien sûr, en mettant l'accent sur les publications, mettons, dans les 20 ou 25 dernières années, là, il y a des publications majeures sur l'anthropologie de la morale, les moralities, Ethnography of Moralities, par exemple, qui sont publiés, extrêmement intéressants. Et là, surtout peut-être depuis 6-7 ans, Anthropologie de l'éthique,
Ethics and Anthropology, des choses comme ça. Là, c'est, dans le monde anglo-saxon, là, mais vraiment, c'est majeur, quoi. Vraiment un grand mouvement là, de recherche et de réflexion, extrêmement passionnant. Mais bon, avec l'ancrage historique peut-être trop peu développé, à mon avis. Alors donc, et là, je recule dans le temps, parce que là, certains réfèrent à un auteur à quelque part. Ben oui, ben je vais aller voir Raymond Firth, ça peut être extrêmement intéressant. Puis Robert Redfield aux États-Unis, ben oui, je pense qu'il a fait des choses intéressantes. Puis là, Redfield réfère à Radin, Paul Radin, qui a travaillé sur les Autochtones américains dans les années 20, 25, 30, puis qui lui-même réfère à d'autres anthropologues du début du siècle. Puis finalement, bon, on remonte comme ça la liste. Puis là, ben, c'est là qu'on réalise que on réinvente beaucoup les boutons à 4 trous aujourd'hui. Et on le fait parce que, regarde, ça fait partie de la carrière de quelqu'un. On dit, voilà, un nouveau souffle en anthropologie de l'éthique. On oublie le premier souffle ou les premiers souffles. Et comme dans beaucoup de domaines, évidemment, on a des jeunes collègues qui font leur place et qui, ils présentent un peu leur position comme si ça n'avait jamais été mentionné en anthropologie. Alors que, mis à part le contexte évidemment social et politique a complètement changé en un siècle, mais la réflexion théorique, elle était déjà là. La base, elle était là. Alors, dans ce travail-là, je commence un peu par dire, mais qu'est-ce que les anthropologues, qu'est-ce qu'ils entendent par anthropologie de la morale et qu'est-ce qu'ils entendent par anthropologie de l'éthique? Et là, c'est déjà, c'est brillant, quoi. Il n'y a absolument aucun consensus. Et les définitions sont complètement contradictoires les unes aux autres. Alors, certains anthropologues vont parler, d'ailleurs comme les philosophes, mais bon, les philosophes depuis 2500 ans, depuis Aristote et Platon, s'engueulent à savoir qu'est-ce que c'est que l'éthique et la morale. Ils n'ont jamais réussi à s'entendre pour définir un champ clair de l'éthique et un champ clair de la morale. Les anthropologues, ils ne sont pas mieux, quoi. Bon. Alors, pour une certaine anthropologie de la morale, c'est simplement le domaine des normes et des valeurs à caractère moral dans une société. C'est ce qu'on peut observer quasiment empiriquement en faisant des entrevues ou en observant les gens se comporter quoi, là, dans une communauté. Alors que, donc c'est le lieu des normes et on peut faire des dictionnaires de normes et on peut faire donc un dictionnaire de la moralité d'une population. Quelle est la moralité, pas la moralité au sens là, jugement qualitatif, mais la moralities en anglais, là, mauvaise traduction, mais donc la moralité locale si on veut. Alors que certains m'ont défini l'anthropologie de l'éthique comme étant exactement ça, l'analyse des systèmes moraux et des systèmes de normes morales. Et l'analyse d'ailleurs descriptive des systèmes de normes morales. Et puis d'autres, c'est carrément l'inverse, vont définir la morale comme ce que d'autres définissent comme l'éthique, c'est-à-dire le lieu de la remise en question des normes morales et de la façon dont l'individu comme personne se positionne par rapport aux normes morales de son milieu, de sa société, de son époque. Alors là, pour certains, ça fait partie de l'éthique, pour d'autres, ça fait partie de la morale. Alors finalement, je suis arrivé à la conclusion, oublions ça, je veux dire, des définitions normatives, un gold standard de ce que c'est la morale et l'éthique, on n'y arrivera pas plus comme anthropologue que comme autre. Alors, la seule façon de s'en tirer, c'est que, à mon avis, chaque auteur doit, lui, baliser son champ. Voilà, moi, ce que j'ai fait dans mes réflexions, je dis, ce que moi, j'entends par système de morale, anthropologie de la morale, ou ethnographie des moralités locales, c'est le système de normes. On réfère au système de normes et de valeurs qui sont présents dans une société donnée, à un moment donné, que l'on peut décrire. Bon, évidemment, c'est descriptif, mais ce système de normes-là, il n'est pas tout à fait stable et comment dire, c'est en mouvement. Il bouge un peu quand même, là. Il évolue dans le temps, bien sûr, il y a des influences extérieures et tout. Mais on met quand même l'accent sur l'analyse descriptive dans l'ensemble des composantes de ce système moral-là et des interfaces de la moralité avec le social et le politique et l'économique. Alors que je vais définir l'anthropologie de l'éthique comme étant la façon dont l'individu va gérer son propre cheminement à lui, son itinéraire à l'intérieur de la moralité que son groupe lui offre. Alors là, chacun de nous, on peut se positionner par rapport à des valeurs, évidemment, et en plus qu'on est maintenant dans les sociétés modernes, on est bombardé de systèmes de valeurs. Au plan politique, on est des valeurs écologistes, de gauche, de droite, libertaines, etc. Bon, dans les religions, on est face à
une pléthore de religions qui nous sont proposées, chacune avec leur menu et tout. Puis, bon, l'individu peut puiser à travers ça et se concocter d'ailleurs sa propre religion à lui, avec ses propres critères et tout. Mais l'éthique, c'est un peu ça. L'éthique, c'est un peu la capacité qu'a l'individu, ce qu'on va appeler une agentivité. C'est un terme un peu, bon, un peu dogmatique, pas dogmatique, mais théorique, là, conceptuel, beaucoup utilisé en éthique. Mais le concept d'agentivité, c'est-à-dire la capacité qu'aura l'individu de négocier sa marge de liberté par rapport à un système de normes, tout en respectant évidemment un certain nombre de balises dans sa société. Et cette marge de liberté-là étant quand même limitée par le poids de certaines structures, structures sociales, voire des idéologies qui sont dans notre société. Évidemment, notre marge de liberté, elle est toujours limitée par, évidemment, le cadre social dans lequel on vit. Bon, les féministes vont dire aussi par notre genre, d'autres par notre classe sociale d'origine et tout. Mais bref, contrairement à l'anthropologie de la morale qui avait tendance, et ça c'était l'approche des anthropologues un peu beaucoup, hein, on a eu tendance à essentialiser la morale en disant quelle est la morale des Trébillondais, quelle est la morale des Haïtiens, quelle est la morale de tel groupe. Comme si tous les Trébillondais, tous les Haïtiens, les 8 millions d'Haïtiens avaient la même moralité. C'est complètement une aberration totale. D'ailleurs, dès qu'on applique ça à une grande collectivité, ça ne tient pas la route. Alors, donc, je vais essayer d'analyser ces rapports-là entre la morale et l'éthique en remontant dans le temps, dans l'histoire, et voir comment les anthropologues l'ont traité. Et c'est là que, évidemment, je dois remonter un peu plus, là, un peu plus loin, comme tel. Et je vais faire un peu le tour à travers ce que j'identifie comme 2 contributions de l'anthropologie. Une des premières contributions, c'est de faire la promotion ou de reconnaître la compétence morale universelle, ce qui est aujourd'hui peut-être facilement accepté, mais il faut voir qu'à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, ce n'était pas le cas. Et le deuxième point, ça va être la reconnaissance d'une capacité éthique, donc d'une agentivité universelle aussi, c'est-à-dire propre à tout le monde, qui est vraiment inhérente à l'humain comme tel, et non pas simplement une agentivité, une capacité d'analyse éthique réservée à des intellectuels de pays occidentaux. C'est un peu ça. Alors, cette fameuse compétence morale-là, alors il va y avoir les premiers travaux de Durkheim, entre autres. Émile Durkheim va être un des premiers à se battre contre ça, pour cette reconnaissance-là, en mentionnant que, écoute, tous les individus, dans toutes les sociétés, même les plus primitives, ils ont une moralité, ils ont un système moral. Alors Durkheim est un peu empiriste dans son approche et tout ça. Il en est encore dans une approche assez essentialisante de la morale d'un groupe, mais quand même, il va dire, oui, dans certaines sociétés, c'est vrai que la moralité est beaucoup dominée par le religieux. La religion fournit la grande partie des balises morales dans l'action humaine. Mais c'est une moralité quand même. Et quelle que soit la religion, ça peut être une religion animiste, ça peut être une religion, bon, pas nécessairement monothéiste, là, une religion du livre. Alors, donc, il va jouer un rôle majeur dans tout ça. Et puis, les premiers anthropologues, évidemment, Franz Boas et tout, vont vraiment documenter, je dirais, pendant des années 1900 à 1950, des dizaines d'anthropologues vont se mettre à la tâche de documenter ces moralités-là, locales. C'est clair, c'est le plus important projet de recherche en anthropologie de la morale qui n'a jamais existé, à moins que quelques-uns m'aient échappé. C'est un programme de recherche qui a été mené par Clyde Clocombe aux États-Unis dans les années 40. Alors, Clyde Clocombe qui va se donner comme objectif de faire une analyse comparative des systèmes de moralité dans 5 populations de l'Ouest sud-ouest américain. Alors, je me rappelle, il y a les Américains blancs, bien sûr, il y a les Texans, les Hispano-Américains, en fin de compte, les Mormons, les Indiens Navajo et un 5e groupe, le nom m'échappe, mais un 5e groupe autochtone, groupe ethnique autochtone. Et là, il va monter un immense projet de recherche, programme de recherche là-dedans, visant à faire et analyser les moralités propres à chacun de ces groupes-là, puis ensuite de les comparer pour voir quelles sont les similitudes. En fait, Clocombe est à la recherche d'universaux. Il est à la recherche de dénominateurs communs dans les moralités de différents groupes.
Alors, il va y avoir des anthropologues, des étudiants de doctorat en particulier, là, qui vont aller faire des terrains chez chacun de ces 5 groupes ethniques-là. Et ils vont aborder la moralité à travers des discours, évidemment, des récits que les gens, des entrevues qu'on va faire, mais en même temps, l'observation directe de situations, par exemple, de conflits ou de tensions dans une société. Comment ces conflits, ces tensions-là sont résolus? Qui intervient? Au nom de quels critères, de quelles valeurs, de quels principes ou de quel Dieu, etc. On va intervenir pour baliser donc ces débats et ces conflits, ces tensions dans une communauté. Alors, ça sera un immense projet qui va s'éterniser peut-être sur 10 ans, 15 ans, parce qu'il y a encore des publications qui vont être faites. Il y a un anthropologue, Albert, qui va, en faire une recension. Dans mon bouquin, je donne les références à ce travail-là. Il y a eu près de 90 publications scientifiques, livres et articles scientifiques publiés en anthropologie sur ce projet-là, à partir du matériel tiré de ce projet-là. Et ça par plusieurs, je dirais en tout cas au moins une vingtaine d'anthropologues de carrière, là, qui ont utilisé ce matériel-là, qui l'ont potassé, qui l'ont analysé sur toutes les coutures, qui ont théorisé à partir de ce matériel-là aussi. Là. Alors pour moi, c'est vraiment le modèle de base. Ne serait-ce parce qu'aussi méthodologiquement, Clocombe et toute son équipe, ils sont donné aussi la peine d'essayer de définir qu'est-ce que c'est qu'une norme, qu'est-ce que c'est une valeur. Ce que les anthropologues ne font jamais. On utilise plein de concepts que les gens ne définissent pas. Il vaut mieux pas définir, les garder flous, comme ça on est certain de ne pas se planter. C'est un peu ça. Les anthropologues sont très peureux, très peureux. Dans d'autres disciplines, les gens définissent. Alors on les accuse d'être trop normatifs et de restreindre les définitions, mais ne pas rien définir, c'est aussi un peu embêtant. Hein, c'est un peu limite parfois. Et même dans les publications sur l'anthropologie de l'éthique ou l'anthropologie de la morale, même des publications récentes, parfois je vois que les auteurs font beaucoup l'économie de nous préciser comme lecteurs qu'est-ce qu'ils entendent par morale et qu'est-ce qu'ils entendent par éthique. C'est loin d'être toujours clair. Ce qui crée des confusions. On ne sait plus exactement de quoi les gens parlent au départ. Bon. Mais Clocombe va très loin dans ça, en ayant des définitions normatives, des valeurs et des systèmes de moralité, en partant d'un système de moralité comme étant une vision du monde, puis en même temps un système de valeurs, puis ensuite des sous-valeurs à travers tout ça, dans différents domaines d'activité, avec des valeurs beaucoup très normatives et des valeurs très, je dirais, empiriques, là, des choses là, qui tombent vraiment au niveau des normes sociales de base, là, comme on s'habille, on mange et tout ça, qui sont à la marge de la moralité comme telle. Mais c'est vraiment un travail monstre qui a été fait et qui mérite, à mon avis, d'être souligné. Par contre, en tout cas, là, il y a des tonnes de matériaux qu'on peut citer qui ont été faits, mais il y a quand même, évidemment, c'est une anthropologie de la morale, donc qui est surtout caractéristique de la première moitié du 20e siècle, ou peut-être jusqu'à dans les années 1970, mais qui était à l'image aussi de l'anthropologie de l'époque. Bon. C'est-à-dire, il y a des postulats empiristes un peu trop omniprésents, à mon avis, dans cette approche-là. Il y a des postulats qui sont des postulats transversaux, il y en a 3 au moins qui ont posé problème. D'abord, il y a un postulat un peu de la stabilité de ces systèmes moraux. Alors, on analyse la morale d'un groupe ethnique à quelque part, en Afrique, en Asie, en Polynésie, et on décrit ce système de moralité-là comme s'il avait toujours été là et comme s'il sera toujours là. Comme si c'était une photographie prise dans le temps, figée dans le temps. Alors que la morale, c'est tout sauf quelque chose de figé. Alors, l'anthropologie de l'éthique, d'ailleurs, qui va se développer progressivement, là, à partir des années 1980-90, va aller à l'encontre de ce postulat. On va avoir une approche beaucoup plus dynamique de la moralité, ce qui va donner un peu une approche de l'éthique, à mon avis. Un autre postulat, c'est un peu le postulat aussi que, écoute, un Haïtien, c'est un Haïtien. Il y a une compréhension commune des valeurs morales des Haïtiens ou des Québécois, ou de quelle que soit la population qu'on étudie. Là. Alors, dans aucune société, il y a une homogénéité parfaite. Là. Il y a des sous-groupes qui, oui, se rallient aux valeurs morales, mais il y a des groupes qui édiquent des valeurs morales, qui sont responsables de la transmission des traditions et des valeurs morales, et des groupes qui les subissent, et des groupes qui les contestent. Et il y a donc une dynamique. Il y a une certaine cohérence dans un système moral, mais c'est une cohérence qui est de surface. Dans la vraie vie, il y a des incohérences et il y a des débats.
Il y a des tensions à l'intérieur d'une communauté. Et ça, maintenant, l'anthropologie de l'éthique ne peut pas faire autrement que de le prendre en considération. Et en lien avec ça, bon, évidemment, la conception essentialisée donc, d'une moralité comme un système de normes fixes, stables et cohérents, là, elle est aussi omniprésente. Mais quand on parle aussi de cette mobilité-là de la morale, de cette construction de la morale, bien là, c'est toute la question du politique qui se trouve posée. Parce que là, il y a des rapports de force à l'intérieur d'une société. Il y a des groupes, comme je mentionnais, qui édictent des normes, qui sont garants du respect des traditions et des valeurs, et des groupes qui les subissent souvent. Et ceux qui élaborent les normes, c'est souvent des groupes qui sont au pouvoir, et ceux qui les subissent, bien, c'est ceux qui, bon, etc. C'est le cas, comme j'analyse abondamment, je retrace un paquet de recherches qui ont été faites là-dessus, sur le double standard hommes et femmes dans la moralité. Est-ce que je pose la question dans mon bouquin, est-ce que la moralité a un sexe? Ben, c'est évident que la moralité a un sexe. Et les anthropologues ont été très volubiles là-dessus. Les normes morales applicables aux femmes ne sont pas les mêmes que les normes morales applicables à l'homme. Mais paradoxalement, les normes morales applicables aux femmes sont élaborées par les hommes. Et ils sont élaborés par les hommes aussi de certaines positions politiques ou certaines positions religieuses. Ce sont des personnes en autorité dans la société qui élaborent ces normes-là. Alors, l'éthique, non seulement elle voit la moralité comme étant en mouvement, comme un lieu de débat, de contestation et de rapport de force, mais il y a un lien fondamental entre l'éthique et le politique. Pas la politique comme un système, là, mais le politique comme un lieu de rencontre et de tension entre groupes d'intérêts divergents. Les valeurs morales ne sont pas là, ils n'ont pas toujours été là, elles ne seront pas toujours là, elles sont en mouvement dans le temps, parce qu'il y a des groupes qui les contestent, il y en a des nouvelles qui vont s'implanter, il y a des traditions qui vont disparaître, qui vont être remplacées par des nouvelles. Même à un moment donné, dans une année donnée, même si, en dépit de l'image de cohérence de ce système normatif-là, les gens à l'intérieur, ils vont bouger quelque part aussi dans tout ça. Alors, donc là, on arrive à une autre dimension donc, de l'éthique. Et ça, cette dimension-là, elle n'a pas été vraiment, sauf récemment, là, très développée par les anthropologues classiques. Même des bonhommes comme Raymond Firth, qui ont écrit des textes fondamentaux sur anthropology and ethics, oui, il y avait cette dimension politique-là un peu, mais pas autant qu'elle a été travaillée actuellement par une anthropologie de l'éthique américaine, d'ailleurs extrêmement influencée par Foucault. C'est à croire que Foucault est devenu le principal anthropologue des anthropologues américains depuis 15 ans. On ne jure que par Foucault, qu'il n'y a pas grand-chose d'anthropologique, en dépit de toutes ses contributions à la philosophie. Mais quand même, il y avait toute cette notion-là, donc des valeurs morales en mobilité, en construction, et de la positionnement surtout du sujet. Là où Foucault aussi avait une contribution majeure, c'est qu'on a remis le sujet au cœur des préoccupations. Dans l'anthropologie morale, de la morale classique, le sujet n'existe pas. La moralité inuite, ben c'est les Inuits, c'est un Inuit, un Haïtien, c'est un Haïtien. Je veux dire, l'individu n'existe pas, l'individu est conforme au groupe. Tout individu est réplicable, semblable au groupe. Il n'y a aucune analyse de tension interne à l'intérieur d'un groupe sur des valeurs morales ou des positions morales, caractérisées par des rapports de pouvoir politique ou de sexe ou de race, ou etc. Il n'y a rien là-dedans. L'anthropologie de l'éthique moderne va remettre l'individu, le sujet, au cœur de la préoccupation. On n'oublie pas que ce sujet-là, bien entendu, il évolue dans un système de normes. C'est bien clair. Le système de normes lui-même, historiquement constitué, puis qui va continuer à évoluer. Mais l'individu, il existe comme personne située à l'intérieur de sa société, selon, évidemment, son sexe, son âge, sa classe sociale, sa religion d'appartenance et tout, ou sa laïcité. Et il va donc cheminer à travers tout ça. Est-ce que c'est le propre seulement des sociétés modernes? Parce que là, les anthropologues de l'éthique ont tendance surtout à parler des sociétés occidentales. Or, ben non, moi je pense que... Et c'est là qu'il faut remonter, par exemple, à des travaux d'un bonhomme comme Paul Radin. Paul Radin, donc, il va publier en 1927 un bouquin extrêmement intéressant. C'est « Primitive Man as a Philosopher ». L'homme primitif comme philosophe. C'est passionnant à lire. Il va interroger plein de chamans, hommes religieux ou personnes âgées, là, des communautés autochtones. Lui, il est spécialiste des communautés autochtones de l'Ouest américain. Mais aussi, il va se baser sur des travaux d'anthropologues qui ont été faits dans les années 10, dans les années 20, en Afrique.
et il va rapporter des propos de sages de ces communautés-là. Et il dit, bien lui, il n'est même pas dans le débat moral et éthique à l'époque, il appelle ça de l'éthique. Et il montre, mais vraiment, comment il va démontrer, mais là, de façon vraiment extraordinaire, extrêmement, un exemple de démonstration à partir de ces propos-là des gens il en met d'ailleurs plein d'extraits de ces gens-là, où il montre que ces gens-là sont capables d'abord de recul critique. Il reconnaît l'existence de tensions, enfin de positions divergentes à l'intérieur de la société, et donc la moralité comme un lieu de débat et de conflit. Il reconnaît aussi la capacité de ces gens-là à élaborer des concepts abstraits, capacité de s'autodiscipliner, et capacité aussi même de se lancer dans la spéculation philosophique. Alors là, l'anthropologie vient finalement confirmer, Durkheim avait confirmé l'universalité d'une compétence morale, c'est-à-dire dans toutes les sociétés, l'homme est capable d'élaborer des systèmes de normes morales, pour Durkheim un peu pour civiliser les rapports sociaux, mais avec Radin, c'est vraiment l'universalité d'une compétence éthique, c'est-à-dire une capacité à débattre de ces systèmes de normes-là, de les remettre en question et de voir l'individu apte à se repositionner comme sujet éthique à l'intérieur de sa communauté. Ce qui est une position qui n'a pas été développée beaucoup par l'anthropologie, qui avait un peu tendance, peut-être un peu trop abusivement, donc, à voir tous les groupes ethniques sur lesquels on travaillait comme des groupes homogènes. Le système haïtien, le vaudou haïtien, par exemple, comme s'il y avait un seul vaudou haïtien, ou comme s'il y avait un seul système de moralité haïtien, alors que finalement, c'est toujours une pluralité qui est derrière tout ça. Alors, ces premières 5-6 décennies de travaux des anthropologues ont donc permis de marteler cette réalité-là de la compétence éthique universelle, de la compétence morale universelle. Et c'était vraiment, je pense, deux champs de contribution majeurs. Maintenant, évidemment, il y a une approche classique dans toute cette époque-là qui est marquée par la défense du relativisme culturel. Bien entendu, l'anthropologie, surtout sociale nord-américaine, qui va vraiment défendre ces positions-là, entre autres avec Michael Herskovits et plusieurs autres, qui va devenir une approche dominante. Mais évidemment aussi, sous-jacent à ça, le relativisme moral est sous-entendu. Sous-entendu donc que chaque société véhicule sa propre moralité, son propre système moral, et chacun des comportements, étant donné que cette notion de systématisation-là, accouplée à une notion d'essentialisation, c'est-à-dire d'un groupe homogène, un groupe ethnique homogène où il n'y a pas de débat contradictoire à l'intérieur. Donc, il y a cette notion-là de relativisme moral. Herskovits va, évidemment, comme beaucoup d'autres anthropologues, faire la promotion de cette notion de relativisme culturel, mais va se greffer à ça aussi toute une réflexion sur le relativisme moral. Toutes les valeurs morales ne prennent sens qu'à l'intérieur d'un groupe social donné, parce que le moral est un système cohérent de normes et de valeurs qui met en jeu une cohérence aussi en tous les aspects de la réalité, économique, sociale, politique, religieuse et tout. Donc, on est dans cette recherche de cohérence-là. Par contre, évidemment, là, il va arriver un événement important qui est la Deuxième Guerre mondiale, et avec l'Holocauste, en particulier, la Shoah, qui va jeter un grand pavé dans la mare du relativisme. Et il va y avoir, bien sûr, ce sera la Deuxième Guerre mondiale et la Shoah, mais par la suite, le mouvement des revendications, les luttes civiques aux États-Unis pour l'égalité des Noirs et des Blancs, les protestations contre la guerre du Vietnam, les tout premiers soubresauts de remise en question des dérapages qu'il peut y avoir dans la recherche scientifique, qui peut nuire à certains groupes. Donc, toute une série d'événements qui vont dire, est-ce qu'il ne serait pas pertinent qu'on ait des universaux moraux, qu'on ait des balises morales universelles, utilisables, et qui serait à ce moment-là un pare-feu, enfin, au moins un frein à certaines dérives d'un relativisme moral radical. Et là, vraiment, c'est le débat sur les universaux qui bat déjà son plein en anthropologie, mais sur les universaux moraux en particulier, ce débat-là va se développer. Et probablement qu'un grand coup, c'est peut-être Melville Herskovits lui-même qui va donner un grand coup là-dedans, alors qu'il est mandaté par l'American Anthropological Association pour faire marquer une position du Tripoli sur le relativisme. Herskovits va défendre une position de relativisme très dure, assez radicale, et qui va choquer beaucoup de monde. Parce que là, on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale,
et on va considérer qu'il y a un manque de sensibilité humaniste, là, carrément. Et là, ça donne une image peut-être d'une anthropologie qui est tellement respectueuse des valeurs locales que ça peut amener à questionner finalement sur, en fin de compte, son positionnement politique à l'anthropologie. Est-ce qu'elle n'est pas là simplement pour défendre tous les statu quo qui peuvent exister? Puis à la limite, même, en venir même à justifier l'injustifiable qui s'est passé dans la Deuxième Guerre mondiale et un peu plus tard. Alors, non, il y a des gens qui vont s'intéresser aux universaux, mais les anthropologues, bien qu'il y ait plein de travaux qui ont été faits là-dessus, arrivent finalement, bon, ils accouchent d'une souris, à mon avis. C'est-à-dire qu'on arrive à quoi? Oui, on identifie des universaux moraux. Mais les universaux moraux, c'est genre ne pas tuer, ne pas mentir, ne pas tromper. C'est respecter son voisin, respecter une solidarité envers la communauté, solidarité prioritaire envers les membres de notre famille, par exemple. Bon. Et évidemment, le tabou de l'inceste, qui est une zone ultime, si on veut, comme tel. Mais là, plusieurs questions sont soulevées. Ces universaux moraux-là, même si on les considère comme étant moraux, ces universaux-là, est-ce qu'ils sont vraiment utiles et suffisants pour baliser, pour permettre de juger de l'adéquation éthique de certains comportements de certains individus ou de certains peuples ou certaines collectivités? Et vite, le jugement va être assez négatif à ce niveau-là. On voit très bien que les principales valeurs, par exemple, de solidarité, de responsabilité, de respect de l'autonomie, qui sont des valeurs fondamentales aujourd'hui, mais ne sont pas traitées dans ces universaux-là. Les valeurs de responsabilité ne sont même pas abordées, finalement, alors qu'une éthique de la responsabilité est considérée comme quelque chose de fondamental dans les sociétés aujourd'hui. Donc, il y a une insatisfaction là-dedans. En même temps, bien, il y a des gens qui disent « Oui, mais so what? » Est-ce que c'est parce qu'on a réussi à démontrer empiriquement que telle valeur morale, elle était universelle, qu'automatiquement, il faille l'adopter dans les politiques internationales? Alors là, par exemple, même si, et ça serait évidemment le cas, l'ethnocentrisme, on peut très bien démontrer que c'est universel, voire le racisme, que c'est universel, mais ce n'est pas pour autant qu'on va pouvoir défendre la pertinence d'une approche ethnocentriste dans des balises, des guidelines internationaux. Le sexisme est probablement aussi international, mais on ne peut pas en faire une balise pour les programmes normatifs internationaux, comme par exemple la Charte des droits de l'homme. Alors, il y a un appel, il y a une soif pour avoir des universaux moraux qui vont pouvoir servir de balise. Probablement que la Déclaration universelle des droits de l'homme est probablement l'effort le plus structuré qui a été fait pour identifier des valeurs morales qui pourraient servir de balise, enfin de guideline à l'ensemble des populations mondiales. Des gens de différents horizons vont siéger sur cette commission-là, même si c'est surtout des Français et des Américains qui vont la piloter. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même il y a des Indiens, il y a des Africains, etc. Il y a des Chinois qui vont même siéger sur la commission qui va élaborer cette Charte des droits de l'homme. Mais en même temps, il y a un appel maintenant aussi, la Charte des droits des peuples autochtones, les codes internationaux d'éthique de la recherche sont en quête de balises morales qui pourraient permettre de guider, au moins de baliser la recherche, pour faire en sorte qu'on ait une recherche qui soit éthiquement acceptable au niveau international. Donc, il y a un appel à des valeurs, et c'est certainement pas l'anthropologie des universaux qui va répondre à ça. C'est clair. Et à mon avis, il y a eu un dérapage à ce moment-là qui est lié à ce biais empiriste de l'anthropologie classique. C'est-à-dire, on a essayé de chercher empiriquement, en faisant des analyses comparatives, transculturelles, des dénominateurs communs dans les valeurs morales des peuples. Et ça, c'est voué à l'échec, parce que, encore là, une valeur, on la nomme comment d'une langue à l'autre, on la caractérise comment, et de quelle façon est-elle vécue concrètement dans ces sociétés-là. Les divergences, les modulations du vécu d'une valeur dans une société donnée sont telles qu'on ne peut même pas parler, inférer ou déduire plutôt qu'elle serait universelle. Il y a des lacunes méthodologiques et conceptuelles fondamentales à ça. À mon avis, toute anthropologie qui vise encore aujourd'hui à identifier ces valeurs universelles-là en les cherchant empiriquement dans les savoirs populaires et dans les pratiques quotidiennes des gens, à mon avis, c'est voué à l'échec.
Par contre, là où il y a quelque chose à faire, et c'est là je pense qu'il y a une confusion, et les auteurs, les anthropologues ne sont pas clairs là-dessus, à mon avis. Par contre, on peut réfléchir sur les valeurs universelles en s'entendant sur la promotion de certaines valeurs universelles. Dans le cadre d'une éthique de la discussion, est-ce qu'on ne pourrait pas débattre, et c'est un peu le modèle de ça, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a un débat, une discussion de gens autour d'une table qui essaient d'arriver à un consensus sur un minimum de valeurs qui pourrait servir de base à un comportement qu'on pourrait juger moralement et éthiquement acceptable pour l'ensemble de la population mondiale. Alors là, il y a possibilité, à mon avis. Là, il y a un avenir pour les universaux, mais ce ne sont pas des universaux qu'on va rechercher empiriquement sur le terrain. Ce sont des universaux qu'on va essayer peut-être d'identifier. Peut-être que là, c'est utopique, là. Mais enfin, c'est l'utopie de l'éthique de la discussion d'Habermas et de d'autres, Oppel et plein d'autres philosophes. Mais c'est de dire, par la délibération, par la discussion, on peut probablement réussir à s'entendre sur un certain nombre de principes ou de valeurs morales ou de principes éthiques qui pourraient être reconnus comme des balises à l'action par les autres, même si elles ne sont pas partagées par tous, et même si elles ne sont pas partagées universellement. Alors, c'est là, à mon avis, qu'il y a un travail encore énorme à faire pour ce qui est des anthropologues. Maintenant, bon, je mentionnais, il y a eu peut-être des dérapages un peu au niveau du relativisme que certains ont défini de façon peut-être un peu trop radicale. Alors, est-ce qu'il faut balancer par-dessus bord tout relativisme moral? Alors évidemment, non. Dans cet ouvrage-là, puis dans d'autres publications sur lesquelles je suis en train de travailler actuellement, entre autres autour de la notion de tolérance, là. Mais c'est clair qu'on ne peut pas rejeter toute notion de relativisme. Par contre, un relativisme radical, certainement. Il y a des anthropologues, entre autres comme Brown, on peut proposer un relativisme 2.0, qui est un relativisme beaucoup plus sensible justement aux considérations politiques, aux tensions internes dans un groupe. Et cette notion-là d'en arriver à un certain consensus, une vision en tout cas certainement moins essentialiste et cohérentiste là, de la morale, quelque part. Et je pense que là, il y a un avenir. Le bottom line qui est non négociable, en tout cas certainement pas pour des anthropologues, c'est le relativisme méthodologique. Alors, notre approche du terrain, notre approche d'une moralité particulière, une moralité locale dans une société donnée, à une époque donnée, doit absolument reposer sur un engagement, évidemment, à suspendre tout jugement préalable que l'anthropologue peut avoir sur la société ou les comportements ou les pratiques qu'il va observer. On met de côté nos propres valeurs, on observe, on décrit, on analyse et on essaie de comprendre. Ça, c'est fondamental sur ce qu'on va appeler un relativisme méthodologique. Méthodologiquement, notre devoir est plus de mettre, à travers une mise en situation, une contextualisation sociale, politique et historique, essayer de comprendre pourquoi telle procédure, tel geste, telle pratique, exemple les mutilations sexuelles en Afrique, par exemple, dans certaines sociétés, pourquoi elles existent et comment elles sont justifiées localement. Maintenant, ce n'est pas parce qu'une action ou qu'une valeur même existe, qu'elle est justifiée localement, qu'elle est justifiable internationalement ou pour d'autres. Et là, c'est là qu'il y a des questions de fond sur le relativisme que je pense que l'anthropologie doit poser. L'anthropologie a toujours été mal à l'aise avec ça. Évidemment, c'est comme si, quand on a notre formation d'anthropologue et on met notre casquette d'anthropologue, c'est comme si on avait fait un vœu pro-relativiste. Il faut s'empêcher de porter des jugements de valeur sur les autres. On ne s'empêche pas dans notre vie privée d'en faire plein et d'en porter plein sur les gens de notre société, mais c'est comme si, c'est ce que Lévi-Strauss appelait le danger du double standard. On porte plein de jugements de valeur sur les gens de notre société, mais quand on arrive ailleurs, Lévi-Strauss dit on ne se gêne pas pour... là, à ce moment-là, on met une barrière et on n'apporte pas de jugement de valeur sur les autres. Et ça, c'est une approche, évidemment, que Lévi-Strauss dénonçait, que plein d'autres anthropologues comme Arthur Kleinman et Dayton, Ruth McLean et tout, vont vraiment remettre en question. L'impératif qu'on a de bien comprendre les fondements moraux locaux d'une pratique locale ne sont pas automatiquement justifiables et ils doivent être capables de répondre aussi de d'autres pratiques. Bon.
On pourrait très bien dire, oui, bien, dans la limite des nazis, il y avait toute une logique, une rhétorique. Localement, c'était très justifiable, la Shoah. Oui, mais regarde, c'est parce que là, on ne peut pas juste se baser sur la construction de valeurs et de normes locales dans ce cas-là. Il y a des enjeux d'humanité qui doivent être, qui doivent être étalés. Et on doit à ce moment-là convoquer des valeurs universelles pour dire, bien, regarde, non, ces pratiques locales-là, ça n'est pas justifiable. Carrément injustifiable. Puis là, bien évidemment, il y a toutes sortes d'enjeux dans tout ça. Une défense du relativisme un peu trop radicale, est-ce que ça ne confine pas un respect ou même une promotion du statu quo? Parce que souvent, ça interdit de dire, bien, on ne peut pas intervenir localement parce que de quoi on se mêle? Toute intervention devient de l'impérialisme moral. Alors ça, moi, je défends beaucoup le point en disant, non, toute intervention n'est pas de l'impérialisme moral. Ça ne veut pas dire que l'impérialisme moral n'existe pas et que ce n'est pas un danger. Mais il ne faut pas qu'on s'interdise toute intervention, quelle qu'elle soit, même face à des exactions les pires, au nom d'un danger d'impérialisme moral. Parce que là, les enjeux de la non-intervention dans plusieurs domaines sont beaucoup plus élevés et importants que les enjeux d'une intervention. Encore que là, faut-il savoir comment on intervient. Bon, là, il n'y a pas question d'intervenir militairement puis de mettre le monde en prison. La question n'est pas là. Mais il y a des interventions, certainement, en termes d'éducation, de soutien aux populations qui est importante. En même temps, le relativisme a tendance à défendre un statu quo, pas d'une population par rapport à d'autres populations, mais à défendre des statu quo à l'intérieur d'une même communauté. Je mentionnais tantôt, toutes les communautés sont divisées en fonction des strates de pouvoir et d'un rapport asymétrique de pouvoir entre différents groupes d'individus dans la société, soit sur une base raciale, ethnique, religieuse, politique ou économique. C'est évident. Et ceux qui définissent les normes et les traditions et ceux qui imposent le respect des traditions, c'est ceux qui ont des intérêts économiques à les faire respecter. Alors, une défense d'un relativisme radical confine justement à défendre un statu quo des rapports de pouvoir existants dans une société. Alors que, je donne l'exemple des mutilations sexuelles que j'invoquais tantôt, dans tous les pays où se pratiquent les mutilations sexuelles, il y a des groupes de femmes qui s'opposent depuis des décennies aux mutilations sexuelles. Des groupes de femmes, puis des groupes de citoyens et même des groupes d'hommes qui s'y opposent. Ça va à l'encontre de la position dominante de certains sous-groupes. Mais il y a toujours, dans toutes les sociétés, des groupes qui s'opposent aux traditions. Et plein d'anthropologues, dont Ruth MacLean, entre autres, ont fait des plaidoyers, mais vraiment intéressants là-dessus, de dire le respect des traditions en soi n'est pas un principe éthique. On ne peut pas faire du respect des traditions un principe éthique. Et donc, on doit s'autoriser à porter un certain jugement de valeur sur certaines traditions, lorsque ces traditions-là malmènent, en fin de compte, des sous-groupes à l'intérieur d'une population, qu'elles desservent les intérêts d'une population, ou que les intérêts, ces traditions-là, préservent des avantages de certains groupes au pouvoir dans ces populations-là, quel que soit le critère de ce pouvoir. Donc, je fais un plaidoyer pour un relativisme critique et engagé. Et c'est là-dedans maintenant que j'essaie de creuser cette réalité-là. Comment on peut avoir une approche de tolérance qui est ajustée, adaptée à chacune des situations? La tolérance totale comme le relativisme total, le relativisme moral radical, non, ne peuvent pas fonctionner, ça ne se peut pas. Ça amène plein d'exactions et donc à défense de statu quo politique à l'international et à l'interne de chacune des sociétés. Mais à ce moment-là, comment faire pour se délester un peu de notre romantisme naïf qui est propre au relativisme classique, là? Et comment adopter une position engagée et critique par rapport à un relativisme et par rapport aussi à des valeurs universelles? Cette approche critique-là doit autant critiquer des valeurs proposées comme étant universelles, pour savoir d'où elles viennent, quels intérêts elles servent, mais en même temps remettre en question des valeurs morales ou des principes moraux soutenus par des principes éthiques défendus localement. Alors, il y a toute une réflexion là, à faire que j'amorce là, pour l'instant. Il y a tout le dernier chapitre de l'ouvrage que j'ai fait sur l'anthropologie de l'éthique et de la morale a commencé à creuser ce sujet-là, mais c'est un sujet trop sérieux pour aborder ça dans un chapitre. Il va y avoir un autre bouquin qui suivra là-dessus. Mais j'ai essayé de remettre en question ou questionner finalement quels seraient des horizons de la tolérance ou pourquoi tolérer la religion.
Et pourquoi tolérer la tolérance? Enfin, il y a des questions de fond à se poser et à aller au-delà simplement des débats. Bon, on tolère parce qu'on respecte la Charte des droits, par exemple, dans une société où on respecte la loi, où on respecte le Code d'éthique de recherche internationale, où on respecte la Déclaration des droits de l'homme. C'est beau dire ça, mais il faut aller encore plus loin que ça. Et trouver des raisons fondamentales sous-jacentes à ces principes-là pour être capable de les défendre, à quelque part. Puis en même temps, bien, d'être capable d'établir des limites, de mettre des balises à ces tolérances et intolérances. Mais bon, un projet à mener à terme dans les années qui viendront.